bonsoir tout le monde. Ce soir, il sera question de Vladimir Poutine et de son invasion ukrainienne. M. Biden qui lui a répondu aujourd'hui, il y aura des représailles économiques. Et là, la question qui se pose, où ça va s'arrêter tout ça? Faut-il avoir peur de la guerre? On en parlera notamment avec Normand Lester. Nous allons parler aussi du fait qu'après le relâche, les masques ne seront plus obligatoires à l'école primaire et secondaire. Des parents sont heureux, d'autres ne le sont pas. On en parlera avec la maire ordinaire Bianca Lompré. Il y a eu aussi comparution de Pat King, un des leaders des camionneurs, aujourd'hui, et ça s'est fait d'une façon assez spéciale. Il a reçu pendant l'avant-midi, pendant la pause, une poursuite de 306 millions de dollars venant des résidents d'Ottawa qui disent avoir eu la paix perturbée pendant ces manifestations-là. La juge Nicole Gibault assiste à ces audiences-là. Elle va nous en parler. Et avant toute chose, il sera question des lois, des mesures d'urgence qui ont été adoptées hier par le Parlement canadien. C'est rendu au Sénat. Et là, la question qui se pose, est-ce qu'on doit les garder ou pas? Parce qu'il y a comme une division au sein de l'opinion publique, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui disent il faut aller jusqu'au bout avec cette loi-là tant que les camionneurs vont continuer à se promener, parce qu'il y a des amas de camions ici et là sur certains territoires aux alentours d'Ottawa. Donc, tant que ça existera, ça, on va les garder. D'autres qui disent non, c'est tuer une mouche avec un bazooka. On parle de ça avec Frédéric Bérard et Gilles Proulx. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Gilles, est-ce qu'on garde ça, ces mesures d'urgence-là? Est-ce que c'était une bonne idée de les adopter? Est-ce qu'il faut les garder pendant quelques jours encore? Il faut les garder tout simplement parce que le travail n'est pas terminé, puisque déjà les pharaons, les scientifiques camionneurs, ceux qui connaissent mieux la science que la science, nous promettent une deuxième période incessamment. On a toutes sortes de trucs, puis vous allez voir, donc ce n'est pas terminé, la tension reste là. Qu'il y ait un recours collectif de 306 millions de dollars, bravo, félicitations, mais les camionneurs savent à l'avance que ça va prendre des décennies, dont plusieurs des joueurs vont avoir le temps de mourir avant que ça aboutisse. Mais moi, ce qui m'a le plus agacé dans cette crise, c'est l'attitude du Bloc québécois qui a patiné d'un bord puis de l'autre, puis somme toute pour appuyer les camionneurs, à ne rien comprendre, à ne pas penser que l'inflation affecte également les Québécois par l'attitude de ces camionneurs qui nous ont coupé des circuits d'approvisionnement. Je ne comprends rien là-dedans. Je pense que le Bloc québécois, s'il a pensé se faire un capital, il a manqué son coup et n'a pas frappé la balle. Frédéric, qu'est-ce que tu dis de ça? Pour rejoindre un peu Gilles sur la position du Bloc, il y a quand même 72 des Québécois qui appuyaient les mesures. Hein. Ça, c'est quand même assez spectaculaire. Donc, quand le Bloc dit parler au nom des Québécois, il faudrait peut-être revoir le concept. Sur le prolongement de la loi en question, tu vois, là-dessus, je ne suis pas d'accord avec Gilles, parce que je comprends ce qu'il explique là. Il a raison de dire que les camionneurs reviennent potentiellement. Ça me semble assez clair. Mais deux choses. Premièrement, une loi sur les mesures d'urgence, pas pour rien que ça a été utilisé pour la première fois dans les dernières semaines et que cette loi-là a été adoptée en 1988. C'est une loi d'exception qui doit être utilisée dans des cas, par définition, exceptionnels. Je ne suis pas à l'aise de suspendre des libertés civiles comme ça de manière relative, pas permanente évidemment, mais d'étirer ça dans le temps inutilement. L'autre chose, et pour rejoindre Gilles, oui, les camionneurs vont probablement revenir, du moins une partie d'entre eux. Bien, auquel cas, on a juste à faire appliquer le code criminel, à faire appliquer la réglementation municipale. Ils ont eu 23 jours pour faire ça, Frédéric, puis ils ne l'ont pas fait. Ben, c'est ça que je te dis. Là, j'espère qu'ils ont pris les leçons parce que techniquement, tu n'as pas besoin d'avoir une loi sur les mesures d'urgence pour stopper cette gang de bozos-là. S'il n'y avait pas eu la loi des mesures d'urgence, là, penses-tu qu'il y en a qui ont quitté de leur propre chef? Là? Ils ont comme compris que leur camion pouvait être saisi, que leur compte de banque pouvait être gelé, puis là, ils se sont dit, coudonc, là, il y a ma famille, peut-être dans l'Ouest canadien ou ailleurs, je ne sais pas quoi, là, puis ils ont levé le flag. Sans cette menace-là, peut-être qu'ils ne l'auraient pas fait. On comprend. La loi a été utile, je nie pas ça, j'appuie tout ça, je suis d'accord avec toi. Ce que je te dis juste, c'est que si la police d'Ottawa avait fait sa job dès le début de cette manifestation-là qui est devenue une occupation, tu n'aurais pas eu besoin de te rendre à la loi sur les mesures d'urgence. La preuve, regarde ce qui s'est passé à Québec. Le maire Marchand a dit, là, si vous voulez manifester, là, vous allez faire ça là, puis là, puis le reste, c'est pas question, puis si vous n'êtes pas content, vous vous cramez. Et c'est ça qui est arrivé. Donc, c'est le maire d'Ottawa qui s'est traîné bottine. S'il avait parlé correctement à son chef de police...
La police d'Ottawa prenait des vidéos puis des photos avec les manifestants, ils mettaient ça sur TikTok. Parlons aux spécialistes des polices. Là. Lui, il connaît ça, la police, parce qu'il te l'a varlopé, ça fait 50 ans. Là. Gilles, que dire du travail des policiers avant l'adoption des mesures d'urgence? Avant l'adoption, c'était lamentablement faible. Quand on pense encore, j'aimerais rencontrer les chefs. Lesquels chefs? On ne sait même pas ce que c'est. C'est des chefs qui s'improvisent d'un jour à l'autre, dépendant de la teneur de leur voix. Alors, le chef de police, il n'a pas sacré-camp pour rien. Puis le deuxième n'a pas fait preuve d'une grande autorité non plus. Et quand mon ami constitutionnaliste dit on n'avait pas besoin de cette loi-là, on aurait dû l'appuyer. Admettons qu'on aurait dû l'appuyer avec les lois dont on disposait à cette époque-là. Bien, vous auriez vu le lendemain des lamentations, c'est épouvantable. Comment est-ce qu'on n'a pas respecté la démocratie pour ces pauvres gens qui rouspétaient? Sans penser aux centaines de milliers de gens qui sont privés, dont les citadins d'Ottawa, qui étaient quotidiennement privés de leurs services, de leurs droits et aussi de leur respect pour les taxes qu'ils payent. Okay, On oublie ça. Alors, vous reconnaissez tous les deux que les camionneurs sont peut-être en train de se regrouper, que ça vous fait peur. Il y a Pierre Poilievre, candidat, il paraît que c'est celui qui a le plus de chances de l'emporter à la tête du Parti conservateur, qui n'a pas de chef à cause de cette crise-là. Il est allé donner son appui aux camionneurs. Peut-être que ça va galvaniser les troupes si jamais on se rend compte que c'est lui qui peut gagner. Mais Jean Charest semble vouloir se poser comme étant le gars qui pourrait se présenter et sauver les conservateurs en les envoyant plus au centre. Croyez-vous à la présence de Jean Charest comme chef, en tout cas dans la course au Parti conservateur? Gilles? Moi, j'y crois fermement et je pense que déjà dans sa tête, il a décidé de venir. Il y a toute une mise en scène fort habile de la part du Parti conservateur qui a tellement besoin de lustrer justement son polissage parce que, bon, il n'y a que le député qui envoie des lettres, puis on dit à Jean Charest, venez, et on sait que dans sa tête, c'est probablement décidé. Il va y avoir encore une autre poussée de sollicitations à l'égard de Jean Charest. Ça demeure le candidat, quoi qu'on dise, même si au Québec, on peut, en tout cas, douter de sa grande performance à la tête du Québec distinct, en tout cas, il demeure un gars hautement professionnel, hautement expérimenté aux deux paliers, parfait bilingue, bon bagarreur. Il peut rallier l'Ouest parce qu'il a le respect des juridictions provinciales et il a signé au Québec la fameuse lettre qui demandait à Legault « Occupe-toi du français ». Alors, tout ça, ça joue pour lui. Frédéric, je te vois sourire, là. Est-ce que pour sauver le Canada, dans le fond, de la vague conservatrice d'extrême droite, parce que Poilievre, il a l'air à vouloir se coller sur les trompistes, puis ce monde-là, mettre Charest en lieu et place serait pas une bonne solution? Non, mais je trouve ça fascinant, ton show, Denis. Je ne sais pas ce qui se passe depuis quelques semaines, mais Gilles fait l'apologie de la loi sur les mesures d'urgence, fait l'apologie de Justin Trudeau, fait l'apologie de Jean Charest. En tout cas, je ne sais pas trop qu'est-ce que vous mettez dans le café à TVA, mais il faudrait surveiller ça. Peut-être que Gilles s'enligne pour recevoir l'heure du Canada ou quelqu'un... c'est peut-être ça! C'est peut-être ça! Il y a quelque chose qui se passe, c'est sûr. Tellement que là, je suis quasiment mal à l'aise de moi. En tout cas, bref... Écoute, pour Jean Charest, moi, je vais être d'accord avec Dominique Anglade. Si l'opération Machourer n'a pas abouti après 9 ans, bientôt 10 ans, c'est le temps de tirer la plug. Si vous n'avez pas de preuves, si vous n'avez pas été capable de faire une job correcte, un ou l'autre, c'est fini. On n'achale plus les gens avec ça. Il y a une question de présomption d'innocence. Ce gars-là ne peut pas traîner tout ce bagage-là. Il ne faut pas le traiter de corrompu pendant 10 ans encore, étant donné que ça traîne depuis longtemps. Regarde, tu as eu une enquête que j'estime, en tout cas, j'imagine, sérieuse, rigoureuse, et tu arrives après presque 10 ans, puis tu n'as rien. Bon, bien, si tu n'as rien, tu n'as rien. Alors, est-ce que tu le vois à la tête des conservateurs? C'est sûr que Poilievre, il ne gênera pas de le traiter de corrompu, lui, là. Vous voulez régler la... Oui, mais ça, il faut faire attention, hein, parce qu'il y en a là-dedans qui ont lancé des roches qui n'ont peut-être pas les mains si propres que ça. Ça, c'est le premier truc. Deuxièmement, moi, je ne le vois pas, là, honnêtement, contrairement à Gilles, parce que je suis d'avis, puis je ne suis pas obligé d'être d'accord là-dessus, mais que le gars, il a donné, c'est correct, il a fait le tour. Il a été ministre, écoute, dans le temps de Mulroney, là, c'est pas neuf, là, on s'entend. Et puis là, je pense que franchement, c'est un peu fini pour lui. Il est usé. Je pense qu'au Québec, il est brûlé aussi, nécessairement, pour des raisons qui sont peut-être pas fondées, mais reste qu'il y a un jeu d'image aussi. On s'entend, c'est de la politique. Donc, tout ça pour te dire que si c'est ça l'espoir du Canada, Jean Charest, il vient de se passer quelque chose d'assez spectaculaire. Mais pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure sur Poilievre,
Lui, là, ce petit Snoro-là, puis je vais dire Snoro, puis j'ai d'autres choses en tête, quand tu écoutes son discours, là, il est collé sur la recette, sur le livre de recettes trumpiste, de A jusqu'à Z. C'est un petit dangereux. Donc oui, les conservateurs ont besoin de quelqu'un d'autre que lui. Revenons à Charest. Gilles, c'est vrai quand même ce que M. Bérard souligne. Tu l'as tellement pourfendu, puis tu as été de ceux qui ont traité les libéraux de corrompus, puis là, tu es en train de nous dire, je ne sais pas quelle épiphanie tu as eue, là, mais que c'est le sauveur du Canada. Mais tu m'invites à un débat politique. Est-ce que je dois être un partisan? Je ne suis pas un partisan, là. Je dis, en m'élevant au-dessus de tout ça, je te dis pas que je coucherai avec Jean Charest tous les soirs puis trouver ça joyeux, là. Okay. Non, non. Je regarde son passé pour le Québec reluisant. C'est pas reluisant. Mais je dois lui accorder comme bagarreur, comme politicien averti, parfait bilingue, capable dans des temps de crise d'atténuer justement les tensions, de répondre aux demandes de l'Ouest, parce que le conservateur de l'Ouest qui se fait un capital, celui-là, je suppose qu'il doit savoir qu'il n'aura jamais l'Ontario et le Québec avec lui. Alors, s'il s'imagine de gagner avec ça, je lui souhaite bonne chance. Alors que Jean Charest pourrait. Pourquoi aussi? Parce que Jean Charest s'est réconcilié un peu avec le Québec. Dans le silence, tu vas me dire, silence prolongé, mais il a été un de ceux parmi les 6 premiers ministres qui a dit à Legault, le comptable, « Veux-tu t'occuper du français qui est en péril? » Déjà, c'est une évolution drôlement fantastique, ça. OK. On va changer de sujet. On va parler de masques qui ne sera plus obligatoire à l'école primaire et secondaire. On l'a confirmé aujourd'hui via communiqué. On n'a pas fait une grosse conférence de presse. Pourtant, pour les parents, c'est quelque chose d'important. Frédéric, comment tu vois ça, toi qui étais craintif de retourner à l'université? Parce que tu disais, tes professeurs là-bas, tu disais, bon, ça risque de circuler. Comment tu vois ça, les enfants qui ne seraient plus obligés, après la relâche, de porter le masque? Il ne faut pas oublier une affaire. Hein? Il y a vraiment 3 choses qui intéressent le gouvernement Legault. Premièrement, les sondages. Deuxièmement, les sondages. Puis troisièmement, les sondages. Et là, ici, il a regardé les sondages. Il a vu Duhem chez francophones. Wouh! Parti en fou. Hop là! Il faut stopper Duhem. On est en campagne préélectorale déjà. Vous voulez plus de masque? Enlevez les masques, il n'y a pas de problème. Parce que tu m'expliqueras scientifiquement. Essayons de m'expliquer scientifiquement pourquoi plus de masques au primaire, secondaire, mais à l'université, ça, c'est bien important, puis au cégep aussi. Tu vois, c'est encore une fois, c'est essayer de faire plaisir à une base électorale. Je trouve que tu pousses fort quand même, parce que j'entendais Mme Quash aujourd'hui qui disait que c'est un risque calculé. Ça fait partie de la vie. Là, oui, mais je te dis pas que c'est aussi dangereux qu'il y a 3, 4, 5, 6 mois, le fait de ne pas porter de masque, ça me semble évident. Mais versus quoi? Parce qu'on est tanné? Fait que donc, tu vas prendre ce risque-là. Parce qu'il y a la santé mentale. Les enfants, leur faire vivre une vie normale, puis les parents les accueillir à... Tu sais, vivre une vie comme quand on était petit. À un moment donné, il faudra qu'on fasse... T'attendrais quoi? Là? Si Mme Quash te dit qu'on peut le faire, tu vas attendre qui, là? Non, mais je dis pas qu'on peut pas le faire. Je te dis juste que la décision n'est pas prise. Mais Legault n'a pas pris la décision parce qu'il a entendu Mme Quash. Il a pris la décision parce qu'il a regardé... Gilles. Ouais. Je pense que le temps de la récréation est terminé. Les enfants supportaient le masque, en tout cas majoritairement. Ce matin, une majorité de gens disent bravo, il était grandement de temps. Le purgatoire a été traversé, il y a quelques lueurs. C'est vrai que Legault, le comptable, peut calculer, il est comptable. Encore une fois, l'effet d'un sondage, à savoir s'il a été le magicien qui a ramené tout le monde en santé sur 2 pattes. Mais je ne prendrai pas le risque de dire qu'à l'avance, c'est un fiasco, puis on va avoir des maladies qui vont se pulluler un peu partout à cause du fait qu'on a laissé tomber le masque. Il est grandement temps qu'on n'en parle plus. Est-ce qu'on devrait faire comme Boris Johnson en Angleterre puis dire on laisse tomber toutes les mesures? Même en Angleterre, là, tu sais que tu l'as, là, puis tu n'es pas obligé de t'isoler. Tu peux dire bon, j'ai été testé, puis je peux sortir. Oui, vive le darwinisme. Non, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui vont être plus malades. Tu sais pas, là. On est à peu près sûr. Moi, j'ai une petite équipe ici, puis je suis à peu près sûr qu'ils ont été... je sais qu'ils ont été vaccinés, puis ils ont des masques devant moi. C'est une autre réalité, on se croise tout le monde. Qu'est-ce que tu dis ça, Frédéric? Non, moi, je pense qu'il est trop tôt. Regarde, il y a un variant qui débarque du Danemark, le B12, si j'ai compris, qui est peut-être plus contagieux, peut-être même plus dangereux qu'Omicron. Ça, c'est pas clair encore. En d'autres termes, là, on est en train de faire la même gaffe qu'on a fait à chaque fois, c'est-à-dire, aussitôt que ça se met à aller un peu mieux, wouhou, c'est reparti. Qu'est-ce qui arrive habituellement? Ça prend 2-3 semaines. Ah non, on est encore dans le trouble. Parce que quand ça part en Europe, imaginez-vous donc, ça débarque ici, ça prend 2-3 semaines systématiquement.
Einstein disait la folie, là, c'est faire la même affaire et s'attendre à des résultats différents. Bon. OK, mais n'empêche qu'en Europe, ils ont ouvert déjà. Hey, parlons d'un autre variant, le variant Poutine, en Ukraine, qui a décidé de varier au fond parce qu'il a reconnu 2 régions du Donbass comme étant des régions indépendantes. Il dit, j'envoie même des forces de paix. Donc, il va envoyer des soldats. Il y a 180 000 soldats. Du côté de l'OTAN, on a accumulé des dizaines de milliers de soldats qui sont en attente. On appelle ça la force rapide. Gilles, tu peur de la guerre? Moi, je pense que Poutine est le gagnant. Quelle que soit l'issue de ce conflit, il est le gagnant. Il est devenu la personnalité internationale la plus importante dans les débats mondiaux. Ça, on est d'accord là-dessus. Qu'il ait fait des incursions avec des soldats qui apportent des drapeaux de la paix ou que la communauté internationale dise il prend des risques puis il va se faire mal, on va le blâmer, la communauté internationale, c'est une farce. Je rappelle que la communauté internationale a déjà blâmé l'incursion de l'armée israélienne dans les territoires arabes en 1967. Ça n'a rien changé au mode de vie, au fonctionnement économique. Parce que, évidemment, Poutine, c'est évident qu'il se fait mal, mais nécessairement, il fait mal aux pays aussi occidentaux qui dépendent de ses ressources naturelles. Oui, parce que des représailles économiques, ça va faire mal à la Russie, mais d'un autre côté, lui, il se dit, les pays de l'OTAN, il n'y a pas personne au Canada puis aux États-Unis qui a envie d'aller se battre en Ukraine. En 30 secondes pour terminer là-dessus, là, M. Bérard. Ben, je souscris à ce que dit Gilles, mais j'ajouterais ceci. Moi, ce que je trouve le plus triste là-dedans, c'est qu'on a une nouvelle preuve, encore une fois, comme si c'était nécessaire, de l'inutilité du droit international. C'est plate, mais tant et aussi longtemps que tu n'as pas des dents, tant que aussi longtemps que tu n'as pas l'espèce de coercition possible d'une police sérieuse, ça ne donne rien. La Russie est membre du Conseil de sécurité. Qu'est-ce que vous voulez qu'il arrive? Il arrivera. OK. Merci à vous deux. Toujours un plaisir de partager ces segments à l'émission. Merci. Bye-bye. Et au retour, on va continuer de parler de l'Ukraine avec quelqu'un qui va aller dans des détails, entre autres, sur la présence de centaines de milliers de militaires et d'une force, j'en parlais, de l'OTAN. On appelle ça une force d'intervention rapide. Là, M. Biden a annoncé que des porte-avions allaient s'en aller dans ce coin-là. Il y a une centaine d'avions, 120 bateaux. Est-ce qu'on s'en va vers l'explosion? On en parle dans 3 minutes après la pause.